Bonsoir. Merci d'être avec nous pour poursuivre cette soirée Pain, Travail, Liberté, dédiée aux femmes afghanes qui, ici comme dans leur pays, continuent à se battre. Elles se battent, vous le savez, avec leurs armes, celles de la création, les armes théâtrales, les armes artistiques, et on en parlera pendant tout ce travail du forum ici au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Elles se battent pour continuer et reprendre leurs études. Elles se battent pour exister en dehors de leur foyer, hors des traditions réinventées par les talibans en particulier, qui les enferment et qui les condamnent au silence. Lors de cette discussion, nous allons tenter de comprendre comment, contraintes au silence justement, ces femmes reprennent la parole, agissent, en reprenant cette notion, une notion des sciences sociales qu'on appelle l'agency, qu'on traduit en français par agentivité. C'est pas un très beau mot, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire la capacité de chacun, de chacune, de contourner le système de domination qui les oppresse en inventant individuellement et collectivement des solutions. Nous allons en discuter avec Kubra Academy. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticienne, on découvrira demain et le 11 votre nouvelle création, The Golden Horizon, avec Lily, que nous aurons en enregistrement et peut-être à la fin de cette discussion, dont le travail clandestin avec les femmes d'Afghanistan nous sera présenté justement pendant cette discussion entre nous tous et toutes. Caroline Gillet, dont vous venez voir le Bonsoir. film, et puis également Rojesta Ebrahimi, qui est directrice adjointe de RFI en langue persane, ici à Paris. Et on sera accompagné par Hilda Derani-Schmidt, qui nous fera le plaisir de traduire en particulier certains des propos, ceux de Lily, justement, qui seront à la fin de cette discussion. On commence par ça. Pour nous les femmes, la notion de sécurité ne veut rien dire. Je me confiais à une amie aujourd'hui même, à qui je disais que je n'avais jamais expérimenté un sommeil profond. C'est pas parce que je suis une femme différente des autres, c'est parce qu'une femme ne peut jamais expérimenter un sommeil profond. Quand tu es une femme, tu ne te sens jamais suffisamment en sécurité pour t'endormir profondément. À partir du moment où tu as eu la première expérience d'un attouchement sexuel, même si tu n'es pas en âge de comprendre, mais que tu sens que la main de quelqu'un touche ton corps et que tu expérimentes le viol, et ça peut être à 2 ans ou à 3 ans, et tu te souviens de rien, mais tu te souviens juste de l'attouchement de cet homme. Et à partir de là, le sommeil profond te quitte définitivement. Nos mères nous préviennent qu'il n'existe aucun lieu sûr pour nous, même pas notre maison, et qu'il faut rester toujours vigilante, même pendant notre sommeil. Toutes les femmes du monde ont partagé cette expérience d'insécurité qui leur ôte la possibilité d'avoir un sommeil profond comme un homme. Nous et les hommes, nous vivons dans 2 mondes différents. Voilà, c'était la première introduction de discussion avec Lily. Première discussion avec Lily qui évoque ce sommeil qui manque et qu'on n'a jamais véritablement. Je ne sais pas à qui je pourrais poser la première question. Vous ne voulez pas que je vous pose la première question, Kubra Academy, mais cette question est pourtant essentielle. Essayez de comprendre justement pourquoi on n'est jamais tranquille d'une certaine manière. Et ça, vous l'avez expérimenté vous-même. Je vous pose la première question tout de même. Vous ne le vouliez pas, mais je vous la pose. Non, merci pour, dans un premier temps, de commencer par la parole de Lily, qu'il évoque quelque chose fondamentalement qui représente. On vit dans le même monde, mais l'expérience d'être femme et d'être un homme, c'est rien à voir.
c'est pas pareil. Et sommeil, de sentir cette tranquillité. Je partage, évidemment, moi-même, j'ai eu telle expérience, comme millions de femmes, notamment les femmes afghanes. Et pas de lieu sûr pour vous? Non, même la maison. Oui. Enfin, je peux dire avec confidence that ça fait partie d'éduquer une fille. Au début, on dit qu'on donne ce conseil. Non, c'est partie d'éducation. Sois vigilante, mais on n'explique pas comment et quoi, mais on dit ça. C'est de vigilante, la virginité. Là, ça c'est la première chose que dans mon propre éducation, c'était on ne même comprend pas qu'est-ce que c'est la virginité, mais la valeur et ça c'est le danger qui existe partout. C'est comme un warning pour ça commence par au début. Un avertissement. Rojesta Ebrahimi, sur cette question et ce sommeil profond qui manque aux femmes du monde entier, mais particulièrement aux femmes afghanes. Je pense que oui, c'est une problématique. Si l'universalité existe, c'est une problématique universelle qui touche toutes les femmes dans le monde. Mais à la différence, on va dire, d'une femme française qui pourrait subir des attouchements sexuels, la femme afghane n'a pas la voix d'aller se plaindre parce que c'est elle qui sera considérée comme coupable. Comme l'exemple que peut-être vous avez entendu, cette jeune femme qui était violée par son propre père et que le père refusait de le reconnaître jusqu'à ce que l'ADN l'a prouvé. Et c'est elle qui était presque condamnée à la lapidation parce qu'elle n'était plus vierge, puisque Cobra vient de souligner cette importance qu'on donne dans cette société à la virginité des femmes. Oui, Caroline Gillet, on a vu votre film à l'instant même, mais vous avez eu de longues conversations qui ne sont pas résumées parce qu'on a pu voir dans ce magnifique film Inside Kaboul. Et cette question, justement, de la sécurité, elle revenait tout le temps, évidemment, sécurité pour celle qui s'en va, Marwa, mais aussi sécurité pour celle qui reste, Raha. Oui, la question de la sécurité, elle a été centrale depuis le début du projet. Le projet que vous avez vu là, c'est une étape, mais ça a commencé avec la radio, comme on le disait tout à l'heure. D'abord des chroniques, et je pense que la première fois que j'ai parlé avec Marwa et Raha, l'idée de témoigner de ce qu'elle vivait, elle pensait que ça allait durer quelques semaines, donc je pense que l'idée de sécurité à la base, les implications n'étaient pas les mêmes, et puis progressivement l'idée de faire d'abord un podcast puis ensuite un film, on a à chaque fois discuté, mais ça impliquait d'autres notions de sécurité qu'il fallait réévaluer, et puis même là ces derniers mois de voir que la sortie du film approche, déjà savoir est-ce qu'il faut ou pas sortir, à quelle date, comment faire pour les aider au mieux, est-ce que mettre de la lumière sur leur situation permet de les aider ou au contraire les met en danger, comment les aider à sortir puisque c'est désormais leur souhait. Marwa est sortie, mais Raha était encore en Afghanistan jusqu'à récemment. Donc les questions de sécurité, elles ont été constantes et aussi pour moi, ici, donc moi je ne suis jamais allée en Afghanistan. Je me fais la porte-parole de ces deux jeunes femmes que j'aimerais pouvoir avoir à mes côtés aujourd'hui, mais malheureusement c'est pas le cas. Et oui, pour elle, la sécurité, cette notion-là, je l'ai sentie à distance, ce que ça voulait dire pour elle, même maintenant qu'on est en train de voir si on peut quitter le pays, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité? Alors moins dans la forme intime, mais plus à l'échelle géopolitique, de toujours sentir que tout peut changer d'un jour à l'autre. Il y a quelques jours, il était question que Raha parvienne à sortir, puis la frontière se ferme, les vols, tout le temps de vivre dans un état où c'est ça l'autoritarisme, c'est l'insécurité et puis la menace permanente des talibans. Aucun spécialiste que j'ai pu interroger sur la question de la sécurité n'arrive à me dire exactement quels sont les dangers encourus pour les femmes qui témoignent, puisque les talibans sont absolument imprévisibles. Et c'est ça, j'imagine, cette tension-là qui doit être extrêmement épuisante, de jamais trop savoir où le coup va tomber. Puisque Lily va nous servir de fil rouge à cette soirée, eh bien, on va écouter un deuxième extrait de l'entretien qu'elle nous a donné à Manouchak Fachahi et à moi-même à l'occasion justement de cette journée internationale du droit des femmes qui nous réunit ici et qui, selon elle, ne veut pas dire grand-chose pour l'Afghane qu'elle est.
Pour nous, les Afghanes, la journée de la femme n'a aucune signification. Nous traversons une période où les femmes sont exclues de tous les domaines. Même dans le domaine familial, elles n'ont plus la place et le rôle qu'elles avaient auparavant. Les filles nées dans ces 20 dernières années, celles qui ont étudié ou celles qui ont eu un rôle social ou économique dans la société et qui ont travaillé, sont aujourd'hui bannies de la société. Plus que tout, elles ont perdu l'espoir. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Quand tu perds l'espoir, tu te brises de l'intérieur. C'est ce qui est arrivé aux Afghans. Ces femmes qui étaient remplies de vie sont aujourd'hui anéanties. Lorsque les Occidentaux sont partis d'Afghanistan, quel est le pourcentage d'Afghanes qu'ils ont pu exfiltrer ? Ils ont pu faire sortir du pays que celles qui travaillaient pour eux ou qui étaient activistes des droits humains. Est-ce qu'on peut décider que les activistes des droits humains ou des droits des femmes ont le droit de vivre libre parce que leur vie est en danger et fermer les yeux sur le sort de toutes les autres femmes qui doivent subir la situation ? Voilà cette parole très, très dure, très difficile à entendre d'une certaine manière, qui sépare les femmes afghanes en deux, celles qui ont eu la possibilité, le choix, l'occasion de pouvoir partir, Cobra Academy, et puis celles qui sont restées. Et d'une certaine manière, eh bien, on remarque, en particulier en Occident, celles qui sont parties, mais on oublie qu'il y en a beaucoup. La plupart d'entre elles sont encore sur place. Et effectivement, on a oublié peut-être aussi nous-mêmes que pour ce long conflit afghan que l'on connaît depuis 1979, eh bien, on a l'impression que c'est une longue période de nuit, entre guillemets, mais il y a eu un moment qui a duré une vingtaine d'années, pendant lequel on a eu l'impression qu'il y avait une possibilité pour les femmes de sortir de l'ombre, justement, et c'est le retour de cette ombre, le retour de ce contrôle sur le corps des femmes et sur les femmes, qui est le plus terrible d'une certaine manière, Cobra Academy. Aujourd'hui et pendant 20 ans, vous voulez dire, c'est la question ? Oui, c'est-à-dire que quand on le regarde de loin et quand on a un peu oublié les allers et retours de la situation en Afghanistan, on oublie qu'il y a eu ces 20 années qui se sont arrêtées août 2021 et que c'est pendant ces 20 années, il y a eu des possibilités pour les femmes d'exister socialement différemment. Et d'un seul coup, c'est le retour des talibans qui casse tout cela et le départ des Occidentaux aussi. Il y a plusieurs choses dans ces 20 ans qu'on dit. Aujourd'hui, on dit beaucoup que 20 ans de la démocratie. Oui. Mais quelle démocratie ? Oui. À quel prix ? N'oublions pas, pendant 20 ans, cet fameux monsieur qui est ministre de l'Intérieur du Taliban aujourd'hui, que sa tête, il s'appelait terroriste avant, ok ? N'oubliez pas, pendant 20 ans, il s'appelait terroriste. Il a eu un statut de terroriste très dangereux. Sa tête, ça coûtait 10 millions de dollars. Et du coup, ça a été décidé qu'il soit un terroriste dangereux. Du coup, pendant 20 ans, par les États-Unis. N'oublions pas. Et pendant 20 ans de démocratie que grâce aux États-Unis, on a eu en Afghanistan, on a eu avec l'opération d'attentat que je parle, ce monsieur qu'il était le chef de toute l'opération d'attentat-suicide, on a perdu, il y a un chiffre assez grave qu'on n'écrit pas sur aucun média, qui n'évoque pas, parce que la vie, le sang d'enfants afghans, les femmes et les pauvres workers, je parle de labor, travailleurs. Oui, aussi, non, pas armée afghane non plus, parce que leur vie, ça coûte rien. Oh, ils sont énormément, hundreds of thousands, ils sont tués par l'opération d'attentat-suicide
qui est fait par ce monsieur qu'aujourd'hui il est libre, il est même ministre des affaires à l'intérieur du Taliban. Oui. Et du coup, pendant 20 ans, on a perdu beaucoup de vies. Et d'autre côté, qu'on a eu un petit, entre guillemets, la démocratie, qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit au genou, il faut qu'on répète et dire, 20 ans de démocratie grâce aux États-Unis, qu'on a eu les États-Unis et NATO, oh là là, on a perdu tout, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est notre faute qui est arrivé, c'est nous. Voilà. Moi, ça, je l'appelle décive. Je ne sais pas comment on dit ça en décive. Khianat. Trahison. Ouais. 20 ans de trahison, en effet. Pas de démocratie, c'est un mensonge. Personne, ils se foutent de droits des femmes et droits des enfants. Rojesta Ebrahimi, justement, sur ces questions-là. Et néanmoins, j'ai bien compris ce que disait Cooper Academy. Comme je l'avais déjà écouté, je savais déjà ce qu'elle allait dire sur ce point. Mais justement, néanmoins, cette idée que c'est peut-être encore pire de voir, à partir d'un moment où on a pu croire qu'il y avait des possibilités pour les femmes d'avoir plus de place dans l'espace social qu'elles n'en avaient auparavant, c'est encore pire de se retrouver justement dans cette longue nuit qui a commencé en août 2021 avec le retour des talibans. Oui, bien sûr. Je souligne tout d'abord, pour suivre un peu, ajouter à ce que Cobra vient de dire, il y a ces 20 années de démocratie entre guillemets apportées par le monde occidental, mais l'Afghanistan, avant l'arrivée des talibans et avant la première fois lorsqu'ils sont arrivés, et les années qu'on appelle la guerre civile, mais je me demande, dans un pays aussi pauvre que l'Afghanistan, comment plus de 40 années de guerre sont financées. Ça, c'est une question à part. Ouais. Donc, l'Afghanistan a connu une période de tranquillité, même s'il y avait un régime qui était communiste, oppressif, qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire à son propre peuple. Mais en fait, c'est la suite, l'investissement qui a été fait avec l'idéologie des Saoudiens, des salafistes, l'argent des Qataris pour soutenir des djihadistes à l'époque et faire en sorte que l'Afghanistan puisse devenir ce terrain qu'il est devenu aujourd'hui, dangereux évidemment pour les Afghans, mais aussi pour le monde entier. Donc, par la suite, oui, ça a été difficile ces 20 années parce que celles et ceux qui n'ont pas connu la période précédente n'avaient en tête, ou qui n'avaient pas la possibilité d'étudier, n'avaient en tête que ces années noires des talibans. Lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, qu'on n'a pas eu les parents qui nous transmettent ces informations-là, on pense qu'il y avait ça. Et donc, du coup, bien sûr que c'est génial. Ouais, c'était mieux, entre guillemets. Ça apparaissait comme mieux, mais ça n'était pas forcément aussi bien qu'on voulait en dresser les portraits. C'est-à-dire que après ces 20 années, les Afghans ne s'étaient toujours pas arrivés au point où ils étaient avant l'arrivée des talibans. C'est-à-dire que avant l'arrivée des talibans et les moudjahidines, la femme afghane pouvait marcher dans les rues sans voile. L'homme afghan ne le regardait pas comme un objet sexuel. C'était quelque chose qui était dans la tradition accepté. Pendant ces 20 années, évidemment, la démocratie américaine, aucune femme n'osait se sortir de la même manière qu'elle sortait, peut-être que leur mère ou leur grand-mère sortaient dans les rues de Kaboul. C'est donc très utile, effectivement, de faire un peu d'histoire, justement, pour pouvoir montrer que cette période n'est pas unique, mais que ce sont différentes phases qui se sont déroulées au fur et à mesure du temps. Et donc, en fait, c'est entre le mal et le pire. Évidemment, les talibans sont pires, mais lorsqu'on est confronté à choisir entre le mal et le pire, on choisit tous évidemment le mal. Eh bien, puisque justement cette question de la place des Occidentaux, de leur rôle dans ce pays, l'Afghanistan, vous l'avez soulevé de vous-même, eh bien, on va avoir là à nouveau encore l'intervention de Lily que nous écoutons. Je voudrais dire que nous n'avons pas été surprises de l'arrivée des talibans. C'est la réaction du monde occidental qui nous a déconcertés. Ils ont créé une vague de terreur et de panique par leur attitude.
En 20 ans de République, il n'était pas possible d'obtenir un visa pour les États-Unis. Et au moment de la chute de Kaboul, tous les accès des aéroports et des avions étaient ouverts à ceux qui voulaient partir, avec ou sans passeport, qu'ils aient travaillé ou non pour la communauté internationale. Comme si les Occidentaux ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas exfiltrer tous les Afghans. Cette attitude irresponsable de la communauté internationale et en premier lieu des Américains a créé un tel mouvement de panique. Les décisions sont prises par des personnes qui n'ont aucun sens de l'humanité. Et ce sont nous, les citoyens, qui leur permettons d'accéder au pouvoir. Et in fine, nous en payons le prix fort. Voilà, le prix fort, c'est peut-être d'y avoir cru. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela et de cette attitude qui brusquement change Rojesta Ebrahimi des Occidentaux qui d'un seul coup disent venez, tous ceux qui peuvent partir, on va tenter de les faire partir alors qu'ils savent très bien que ça ne sera pas possible. Alors, comme elle a souligné, ça n'a pas été une grande surprise, l'arrivée des talibans la deuxième fois pour la majorité des Donc Afghans. là, en août 2021. Voilà, parce que, comme l'a dit Cobra, lorsque les États-Unis ont commencé leurs négociations avec les talibans à Doha, au Qatar, on sentait déjà quelque chose allait se produire. Donc, ça n'a pas été une surprise. On savait que ça allait se passer, mais après, on ne s'attendait pas à ce que maintenant, on a les médias, on a les réseaux sociaux, on a tellement d'informations que ce n'est plus possible de dire qu'on va dans un pays pendant 20 ans pour apporter la démocratie, aider les femmes à aller à l'école, etc., et du jour au lendemain, de rendre le pays à ceux qui ont déjà passé leur examen et qui ont montré qui ils étaient. Donc, ça n'a pas été une surprise. Et par la suite, ce qui est choquant pour l'ensemble des Afghans qui vivent en Afghanistan ou ceux qui sont contraints de vivre ailleurs, c'est cette absence de responsabilité. Donc maintenant, 40 millions de dollars est envoyé chaque semaine aux talibans, chaque semaine. Tous ceux qui étaient dans la liste de terroristes sont sortis des listes et peuvent voyager et sont déjà partis dans plusieurs pays européens et ont assisté à des sommets pour parler de la paix, cette paix qui n'arrive jamais en Afghanistan. Donc, il faut c'est peut-être le moment où on en parle sans être brouillé par la guerre en Ukraine, qui est évidemment importante, et d'autres sujets, et prendre cette responsabilité et faire quelque chose. On ne peut pas abandonner 20 millions de femmes. Bien sûr, il y a 20 millions d'hommes aussi qui subissent les dérives de quelques milliers de personnes qui sont les talibans. On ne peut pas les abandonner comme ça. Après les avoir imposé 20 années de présence militaire. L'OTAN, c'est un groupe militaire qui était là pendant 20 ans. Oui, Caroline Gillet, d'ailleurs, les deux jeunes femmes que vous avez régulièrement au téléphone, ce sont deux cas justement où l'une reste et l'autre pas. Un peu comme le titre du film d'Agnès Varda, L'une chante, le retour pas. Il y en a une qui reste et l'autre qui s'en va. Oui, et c'est vrai que ça a été déchirant pour moi, et on n'en a jamais parlé ouvertement, mais j'imagine que pour elles, c'était toujours aussi dans leur tête elle voyait ce que vivait l'autre, le choix qu'elle n'avait pas pu faire l'une ou l'autre. Et je pense qu'on a essayé de montrer ça dans le film, que souvent Raha se retrouvait en famille, elle était entourée de ses proches, mais elle était dans une situation sécuritaire difficile et de plus en plus enfermée. Pendant que Marwa, dans le camp, découvre des nouveaux espaces de liberté, un destin se tourne vers l'avenir et vers potentiellement des études, etc., mais séparé des siens, et encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était très étrange. C'était un grand non-dit de se demander est-ce qu'elles y pensaient souvent à la trajectoire de l'autre. Elles sont toutes les deux issues de la classe moyenne, elles ont toutes les deux la petite vingtaine, elles ont pu faire des études, elles font partie de cette jeunesse dorée qui avait des destins tout tracés. Je pense que par rapport à ce qui se dit là, elles me répètent souvent qu'elles ne pensaient pas que elles ne voulaient pas y croire peut-être, mais en tout cas elles ont été très très surprises le 15 août quand les talibans sont arrivés, et voilà, ces deux destins en parallèle, avec la cruauté de ce qu'impose une guerre, que ce soit le fait de rester ou de partir. Et des possibilités de le faire. Cobra Academy, justement, c'est cette séparation et ces 20 millions de femmes qui sont
rester sur place avec 20 millions d'hommes, comme c'était dit à l'instant même par Rogesta, et qui, d'une certaine manière, attendent peut-être autre chose, parce qu'elles attendent, je sais pas, une possible libération, tandis que d'autres sont partis, comme vous, qui sont ici. Ceux qui sont partis, vous voulez dire? Oui. Il y a 20 millions de femmes, ceux qui sont sortis en total sont 100 000 dans le monde. Ouais. Mais c'est un petit morceau dans un Univers Ouh. gigantesque. Oui, mais le reste, ils devraient, comme Lily l'a évoqué, le reste, ils sont condamnés à deal with the terrorists. Oui, c'est ça. Mais Continuer ça, à vivre avec. oui, oui, mais et ça, qu'est-ce que les terroristes qui sont terroristes dans le monde, qui leur job, c'est tuer en fait. Ils devraient deal. Ouais. Hilda Derani-Schmidt, je vois que vous avez le micro. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Je peux juste dire que dans ses propos, ce qu'elle disait également, c'est que celles qui restaient étaient réappuyées sur ce point-là, n'avaient pas forcément les armes pour pouvoir mener la bataille qui avait été engagée par rapport aux droits, et qu'elles étaient aussi abandonnées dans ce sens-là, puisque c'était dans la vie privée qu'elles se battaient, elles. Oui, d'ailleurs, on va l'écouter justement sur ce thème-là, Lily, dans un nouvel extrait. L'attitude des Occidentaux a créé un véritable effroi. Je crois que les partisans de la démocratie et la bien-pensance ont commis une grande erreur en exfiltrant des Afghans en partant. Puisqu'ils ne pouvaient que sauver un nombre limité de personnes, ils ont abandonné un nombre colossal de personnes qui luttaient dans leur vie privée. C'est pourtant primordial de lutter et parvenir à changer nos propres vies. Celles qui avaient engagé ce travail n'ont pas été prises en compte et ont été abandonnées à leur propre sort. C'est elle qui me disait « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Et c'est vrai qu'elle luttait sans bruit et sans reconnaissance. Elles n'étaient pas payées pour ce travail. Elles avaient réellement foi en la démocratie, en l'égalité. Elles avaient lutté contre leur clan et sont abandonnées à leur famille. Certaines femmes qui avaient été mariées de force ont bataillé dur pendant la période de la République et ont obtenu le divorce envers et contre tous. Quand les talibans sont arrivés, leurs familles les ont obligées à retourner auprès de leur ex-mari. Ce sont elles qui ont été oubliées et abandonnées. Nous avons bataillé 20 ans pour le droit des femmes. Nous avons payé un lourd tribut. Pourquoi avoir exfiltré ceux qui avaient les outils pour défendre les droits acquis? Qui doit défendre maintenant ces droits pour les plus faibles et les moins armés, qui avaient juste acquis la force et la connaissance suffisantes pour se défendre dans un cadre privé? Je crois que cette musique qui a été choisie par Manoucha Fachahi, c'est une musique que vous aimez bien, je crois, un souvenir de Mazar, c'est ça? C'est plus préféré de mon père. Ah. Comment peut-on imaginer ce que cela signifie d'avoir obtenu le divorce et d'être ensuite contraint, avec le retour des talibans, de retourner auprès de ce mari dont on a divorcé et de sa famille qui doit vous haïr et qui doit vous faire payer le fait que pendant quelques années, vous avez été plus libre que vous ne l'étiez auparavant? Comment on peut imaginer cela? Ce qu'il fait Taliban aujourd'hui aux femmes, c'est de punir de péchés de 20 ans
qu'ils ont fait, en fait. Disons libre, le slogan. Oui, nous sommes dans la prison. On se libère, en payant beaucoup de prix, évidemment. Et quelqu'un qui te force de retourner à ton prison. Oui, et ça, c'est absolument... C'est une punition. C'est une punition. Rolesta et Brahimi. Ça montre en fait à quel point l'Afghanistan est devenu un monde kafkaïen où même après avoir obtenu le divorce, il faut y retourner. Et cette métaphore de prison rend extrêmement bien l'idée de sortir de quelque chose, de se battre et ensuite être obligé d'y retourner, tout en sachant que le poids de la tradition est tellement lourd là-bas que l'accueil ne va pas être agréable. Ouais. Donc je pense qu'on peut s'attendre par la suite... tout à l'heure, tu as dit on ne sait pas ce qui arrive aux femmes qui se battent. Pendant ces 17 mois, il y a beaucoup de corps de femmes qui ont été retrouvés dans plusieurs villes en Afghanistan, des femmes qui étaient actives, soit des femmes qui n'avaient pas de relations correctes, entre guillemets, selon ce qui convient aux talibans avec leur belle famille. Donc la femme est condamnée, on trouve son corps très facilement. Donc je pense qu'à l'avenir, on entendra aussi l'histoire de ces femmes qui retournent à leur ex-mari et c'est malheureux. Et cela, c'est effectivement cet espoir que l'on a pu avoir d'avoir une vie plus libre, qui est immédiatement refermée comme dans une prison. Cobra Academy, c'est quelque chose qui est inimaginable. Enfin, on le sait qu'il peut arriver, y compris dans un pays comme la France, que une femme soit reprise, et c'est ce qu'on appelle le féminicide, soit tuée par son ancien compagnon ou son compagnon qui ne veut pas qu'il la quitte. Mais là, c'est autre chose. C'est le droit, la légalité qui revient en arrière et qui dit à la femme « retourne dans ta famille, retourne dans la famille dans laquelle tu avais été choisie ». Ce qui se passe là-bas, c'est le plus pire que tout le temps qu'on a eu en Afghanistan. Pourquoi j'ai dit le pire que tout le temps? Les talibans ne sont pas changés du tout, ils sont pareils. Pour moi, même ces problématiques qu'on pense qu'ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Mais c'est pas possible. Leur charia, c'est pareil. Mais maintenant, ce qu'ils font, ils sont plus pires que la dernière fois pour moi parce qu'ils punissent de 20 ans. Du coup, ils sont tous les jours, il y a une nouvelle loi pire que la dernière fois. Je trouve, par exemple, aujourd'hui, l'annulation de tous les divorces qui sont issus pendant 20 ans. Du coup, retournez à vos maris. Et aussi, par exemple, la punition, c'est en fait leur charia et les lois, ils sont mis à jour tous les jours. Beaucoup plus brutalement qu'hier ou avant. Du coup, ils sont en train de mettre, mise à jour les nouvelles lois Code des terrors. Par exemple, hier, à Kandahar, ils ont décapité un garçon de 10 ans. 10 ans. Et il a volé quelque chose. Quelqu'un qui l'avoue qu'il a volé quelque chose. Telle chose, ça passe tous les jours et on entend 1 sur million. Rolesta ? Effectivement, les talibans, depuis qu'ils sont arrivés pour la deuxième fois au pouvoir, ils suppriment la femme petit à petit de la société. Parfois, leur décision est tellement absurde que même par rapport au concept de l'islam dont ils prétendent de suivre ou de représenter, ça ne correspond absolument pas. Par exemple, maintenant, les femmes afghanes n'ont pas le droit d'aller dans les bains publics. En sachant que dans un pays qui économiquement a beaucoup de problèmes, pour beaucoup de familles, c'était la seule solution pour aller se laver pour les femmes. Donc une femme qui est mariée, qui a des relations sexuelles avec son propre mari, n'a pas le droit d'aller se laver, donc faire ses prières, parce qu'il est interdit dans l'islam de faire ses prières tant qu'on n'a pas le corps propre. Donc l'absurdité des décisions, ça va jusque-là. Ça va jusqu'à ce que la femme ne puisse ni aller dans les bains publics, ni aller dans les parcs, ni se balader, même dans les restaurants. Il faut que la femme soit séparée de son propre mari. Elle ne peut pas voyager. C'est en fait faire en sorte que comme pour la première fois, l'image ou le visage de la femme était résumé en burqa.
Moi, j'ai cette expérience en France. À chaque fois qu'on me demande d'où je viens et que je demande de deviner et que finalement je dis l'Afghanistan, on me dit « Ah, tu ressembles pas ». Je dis « À quoi ressemble une femme afghane ?» Burqa, c'est la seule chose que les gens ont dans leur tête. Donc, ils veulent encore une fois que la femme afghane soit supprimée et qu'on ait la seule chose qui nous vient, ça soit un burqa qu'on voit. Même se soit balader. morte, il n'y a pas de docteur non plus, il n'y a pas de médecin. Les femmes ne sont pas autorisées d'aller au médecin. Morte. Point. Désimmunisation totale. Donc, la femme ne soit plus considérée comme un être humain. L'annihilation de la femme. Et d'ailleurs, avec cette idée que la famille n'est pas, on le sait encore en Europe avec les féminicides, n'est pas un endroit sûr. Et c'est ce qui était dit dès le départ. La famille, c'est même la possibilité d'avoir dans sa propre famille des talibans, c'est ce que dit Lily. Comme je vous l'ai dit, nous habitons dans une société traditionnelle et religieuse. Si je reviens en arrière, sur ces 20 dernières années de la République où les talibans n'étaient pas au pouvoir, en réalité, dans chaque famille, il y avait des talibans. Ça pouvait être notre père, notre frère ou notre mari, puisqu'être taliban, ce n'est pas une force politique étrangère qui nous soumet. Ce n'est pas une personne, c'est une idéologie. Et d'où vient cette idéologie ? Elle existe au sein même de notre société. Le problème, avant les talibans, c'est dans nos maisons, et même parfois en nous-mêmes. Parfois, en blaguant avec mes copines, je peux leur demander ce que pense leur taliban intérieur du sujet qu'on évoque. Parce que c'est une vérité qu'il faut identifier pour pouvoir l'extirper et s'en débarrasser, et pour réussir à réfléchir de manière plus humaniste. Durant les 20 dernières années, notre travail était de combattre les personnes qui n'ont pas de valeur, qui ne te reconnaissent pas en tant qu'individu, qui ne te respectent pas. Notre combat est pour la prochaine génération. Je me dis que même si ma vie ne me permet pas d'y accéder, il faut au moins que nous transmettions à la génération suivante les outils pour poursuivre le combat. Nous n'aurons pas de résultats demain. Notre société n'a pas encore atteint le niveau de connaissance qui permette aux hommes d'être solidaires des femmes. C'est un terrible constat, ce constat de ce qui se passe dans sa propre maison et même à l'intérieur de soi. Avoir un taliban intérieur, est-ce que vous avez eu cette impression ou vous avez toujours été assez libre pour vous dire « je n'ai pas de taliban intérieur » comme le dit Lily dans cet entretien? Comme Lily elle a évoqué, c'est une expression qu'on dit « l'enfant de l'intérieur » quand on fait de bêtises. On ne peut pas faire le bêtise. Du coup, il tournait cette expression pour se moquer de la situation. Oui, les femmes afghanes, ils subissent beaucoup et ils résistent énormément aussi. Ça commence par ton propre maison. Il faut qu'ils convainquent tout. Les hommes, on dit comme Lily l'a évoqué, les talibs de la famille. De la famille. Et aujourd'hui, c'est dehors, en fait. L'État, il est devenu talib. Officiellement, tout. Et c'est juste nourrir cette petite talib intérieure, en fait. Il donne les mains à tout le monde de nourrir ceux qui n'ont pas eu, qui sont petites, il va grandir. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe. Ce qui est les craintes, ceux qui ne sont pas, ils vont être. Rojesta Ebrahimi, sur cette question du taliban intérieur, et plus généralement du fait que dans sa propre famille, on a eu voire plusieurs personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette histoire des talibans et qui vous regardent différemment. En fait, si on prend en considération le combat des féministes dans le monde, on peut facilement comprendre qu'à travers l'histoire, la femme a toujours subi un monde des hommes, créé par des hommes, pensé par des hommes. Donc, ce qui fait que, évidemment, même la femme est dans ce jeu, pense ce qu'elle fait, va dans le sens du monde des hommes. Donc, lorsque, par exemple, une femme dans une société traditionnelle n'est pas vierge,
les premières à la dénoncer, ce sont les femmes elles-mêmes, parce que cette société dans laquelle elles ont grandi et pensé que telle chose a de la valeur, donc finalement, à la fin, elles participent en fait, elles y participent. Donc en Afghanistan, ça s'est aggravé avec les Moudjahidines et avec les talibans. Ces talibans intérieurs se sont renforcés. Un des exemples que je pourrais donner, je pense que ceux qui suivent un peu ce qui se passe en Afghanistan, une jeune femme pendant la démocratie américaine à Kaboul a été brûlée à vif, assassinée, brûlée, piétinée. Elle a subi quelque chose qui est... on ne peut pas mettre en fait de mots sur ce qui s'est passé ce jour-là à Kaboul, dans la capitale afghane. Et lorsqu'on regarde ça, on peut comprendre que ce retour en arrière dans l'histoire pour l'Afghanistan pèse aujourd'hui très très lourd, au point où on pourrait dire que même chez les femmes actuellement, peut-être qu'il y a des talibans intérieurs. Oui. Caroline Gillet, est-ce que en écoutant et en discutant avec Raha, vous avez senti justement ce poids, justement, y compris dans la famille de Raha, ou est-ce qu'elle est assez tranquille pour pouvoir avoir dans sa maison, dans son espace intérieur, la protection qu'elle pourrait exiger? C'est intéressant pour moi d'essayer de comprendre à distance tous les enjeux pour ces deux jeunes femmes, n'ayant encore une fois jamais été sur le terrain. Et puis surtout, j'ai toujours eu à cœur de leur laisser à elles le choix de choisir ce qu'elles voulaient raconter ou pas. Et ça, donc, c'est très important de dire ça. C'est elle qui vous raconte quelque chose. C'est elle qui me raconte. Après, je peux poser des questions, mais parfois, elles n'y répondent pas. Et puis, du coup, toujours avoir cette sensation comme quand on marche dans un couloir et puis le couloir est allumé, il y a des pièces fermées, on en ouvre une, la lumière est éteinte à l'intérieur et on voit juste la lumière de l'entrebâillement de la porte qui éclaire une partie très petite de la pièce. Et donc toujours cette impression que j'avais accès à certaines choses, mais qu'il y avait tout autour énormément de choses que je ne comprenais pas et que je ne connaissais pas. Raha, elle a grandi dans une famille assez militante, il me semble, de ce que j'en comprends, avec une famille journaliste militante. Et donc, je pense qu'elle a vécu assez préservée de tout ça. Ce qui a été intéressant dans notre relation, c'est que, encore une fois, c'est une jeunesse, c'est des jeunes filles de 20 ans qui ont, à certains égards, je pouvais avoir la sensation qu'on partageait beaucoup de choses. Elles sont sur les réseaux, elles faisaient des études, elles étaient très connectées, etc. Et avec beaucoup de codes occidentaux, que je pouvais comprendre, sur lesquels on pouvait se comprendre. Et puis, en fait, ce qui a été intéressant, c'était le jour où elle est tombée enceinte, par exemple. Et dans ces moments-là, j'ai compris ce que ça pouvait vouloir dire pour elle et qui était très, très différent de ce qu'on pouvait connaître ici. Et par exemple, du coup, le fait que maintenant, plus aucune décision ne lui appartient, puisque, alors là, on parle plus de la tradition, mais que du coup... elle peut plus du tout choisir puisque le bébé appartient à sa belle famille et donc elle, son corps est le véhicule du bébé de sa belle famille. Et c'était intéressant de voir que c'était dans ces moments-là tout d'un coup, je mesurais peut-être certaines choses que j'avais pas pu envisager auparavant. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Kubra Academy, les femmes se battent. Elles se battent, elles sont là pour pouvoir agir, elles essayent avec toutes les contraintes qui sont les leurs d'agir. Et là, il est peut-être temps de venir justement... l'expérience que mène Lily, donc cette féministe vivant à Kaboul, qui monte une école d'art, pourrait-on dire, et de bijoux, dont elle nous raconte justement l'origine et la réalité dans la société afghane d'aujourd'hui. ما خیلی همیشه علاقمند به چی بودم در فیشن و اینکه مثلا بتونم یک J'ai toujours été attirée par la mode et intéressée pour créer une collection qui puisse raconter une histoire sur nous, les Afghanes. Dans un premier temps, j'ai créé un centre où j'ai rassemblé les filles pour leur enseigner la couture. Dans le cadre actuel, c'est la seule activité qui puisse être exercée par les femmes en Afghanistan. Avec le temps, le nombre de filles a augmenté. Elles ont aussi appris l'anglais et à se servir d'ordinateur.
Au fur et à mesure, nous avons eu d'autres cours. Par exemple, nous avons deux types de cours de dessin, le dessin de mode et le dessin miniature. Ma préoccupation a été de trouver un moyen pour les femmes d'être rémunérées. Il fallait un travail qui puisse s'exercer à domicile. J'ai pensé que la création de bijoux pouvait constituer une source intéressante de revenus pour les femmes. J'ai cherché une enseignante qui puisse leur apprendre à créer des bijoux. Et j'ai trouvé une femme que j'ai rémunérée plus que toutes les autres enseignantes pour qu'elle transmette son art aux filles. Puis, j'ai pensé à l'aspect artistique. Plusieurs générations d'Afghans ont vécu en guerre, de sorte que l'art a disparu de mon pays. À l'occasion de mes voyages au Moyen-Orient, j'ai pu me rendre compte qu'un pays et un peuple qui vit en paix peut développer une créativité artistique importante, au point que l'art peut entrer dans les foyers ou dans la vie économique de la société. L'Afghanistan, qui était jadis un lieu culturel central, n'a plus aucun éclat. Même pendant la période de la République, il y avait une désharmonie jusqu'à dans l'architecture des villes. Je me suis donc demandé comment on peut préserver la créativité et l'art. J'ai pensé que la solution passait par les femmes. Il nous fallait donc nous concentrer sur ça pour préserver notre culture et notre histoire. Nous avions déjà beaucoup de femmes capables de coudre et de créer des bijoux. Et j'ai pensé que ce pays qui avait tant subi la guerre devait avoir une création artistique qui raconte cette histoire. Nous avons des quantités de balles, de douilles et de projectiles. Et il y a un message à passer avec ces choses. Ces objets que les hommes utilisent à travers le monde pour tuer d'autres hommes, nous les femmes, nous pouvons les transformer en bijoux. Boucles d'oreilles, colliers. Pour subvenir à nos besoins et faire vivre nos familles tout en transmettant un message d'espoir et de vie aux autres femmes. Si les hommes ont décidé d'ôter la vie avec ces objets, ensemble, nous pouvons décider de nourrir la vie et la créativité avec ces mêmes objets. Voilà cette expérience absolument incroyable de Lily et de son école clandestine pour pouvoir justement apprendre à les femmes un métier, celui de joaillier, mais avec cette ironie particulière. Il y a une ironie incroyable dans ce travail, mais vous avez vous-même, vous pratiquez en tant qu'artiste Cobra Academy une sorte d'ironie aussi tout le temps. Cette ironie de se dire on va faire ça avec les douilles des balles qui ont pu assassiner parfois tel ou tel opposant aux talibans, on va les refondre et on va refaire des petits bijoux en forme de kalachnikov ou en forme de grenade. Cobra Academy, c'est incroyable ça. Oui, parce que ça dit aussi ils n'ont pas beaucoup de moyens, ce qu'ils font. Moi, je suis artiste, je sais très bien. Quand on n'est pas quelque chose de matériel, on ne peut pas créer non plus. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a une crise économique grave dans ce pays. Et ces femmes qui viennent là, ils sont plutôt des veuves et aussi des filles jeunes qui ont perdu le droit d'aller à l'école, à l'université, mais aussi dans mon pays, les femmes travaillent beaucoup.
beaucoup d'autres pays, je veux dire. On travaille à la maison, on trouve notre manière de coudre, je ne sais pas quoi que ce soit. Tu fais partie de l'économie de la maison pour être accepté. Pas que pour... Voilà, c'est difficile d'être femme. Et du coup, on commence par la maison. Ou les femmes qui sont dans cette école-là, au début, quand Lily elle a créé, c'était juste après la chute de Kaboul, et c'était dizaines de filles, et après, maintenant, il y a plus de 350. Et c'est devenu un institut, en effet. C'est très mêlé. Ils regardaient les talents et tout, ils se réunissent avec des très petits moyens, vraiment modestes. Ils commencent à créer. Out of nothing, we make something. Nous, les femmes afghanes, on sait très bien comment faire ça. À partir de rien. Oui, mais et dans ce cas, actuellement en Afghanistan, ce pays était dans la guerre. C'est encore beaucoup plus... Ils cherchent des choses cheap. Ça coûte pas beaucoup. Du coup, les balles, ils sont partout. Bon, ils tournent. Cette façon de contourner l'histoire, de la regarder d'une autre manière et de prendre cette ironie par rapport à la guerre que ce pays a connue depuis maintenant plus de 40 ans, Rojesta Ebrahimi, c'est quand même tout à fait particulier. On se demande aussi d'ailleurs comment on peut maintenir ce genre de lieu de création, ce genre de lieu dans la clandestinité, quand on sait combien, effectivement, et c'est ce que raconte bien le film de Caroline Gillet, quand on sait combien on est sous l'œil d'un possible taliban qui peut être dans sa famille ou son voisin. Oui, évidemment. Actuellement, il y a quelques écoles aussi clandestines pour les filles. Donc, c'est risquer en fait sa vie. C'est risquer sa vie lorsque on s'engage dans un tel projet. Et je pense qu'en fait, même si c'est le hasard et la situation économique de l'Afghanistan qui a poussé ces femmes à aller vers les douilles pour en créer des œuvres d'art, je pense que c'est un message fort et c'est aussi peut-être symboliquement quelque chose que nous ici on peut en retirer, le fait que ce monde qui est créé par les hommes, ces guerres qui sont poussées tous les jours ici et là par les hommes, bah, peut-être que ce sont les femmes finalement qui portent le message de la paix et finalement pourquoi ne pas aller dans un autre sens et faire autre chose que faire la guerre et encore la guerre qui ne se termine pas. Et Cobra Academy, d'autant que je crois que dans cette école, on prend les filles très jeunes pour pouvoir justement leur apprendre. Dans ces écoles, on essaye de faire en sorte que ces filles, soit à 7, à 8 ans, puissent commencer à apprendre justement et que ça puisse durer. On ne sait pas combien de temps durera le règne malheureux des talibans, mais que ça puisse durer et puis qu'elles puissent avancer comme ça en apprentissage, en connaissance, tout un tas, pendant toute une durée de scolarité. Oui, on ne sait pas, mais on espère que ça ne soit, un institut ne soit pas encore clandestine. Par exemple, les filles qui viennent, ou même par exemple, ils sont accompagnés par même un petit garçon de leur famille. Il y a un mâle qui soit à côté. Et du coup, c'est même ce passage-là, c'est un risque. Et nous, on s'arrête pas. Le monde entier, ils veulent que toi t'arrêtes, mais nous, on s'arrête pas. Et nous, oui, on s'arrête pas la vie, on continue malgré tout. Du coup, c'est... Il faut se dire aussi, et peut-être y a-t-il des créateurs dans cette salle ou des créatrices d'art, que en fait, vous avez besoin pour ce type d'institution, ce type d'école, vous avez besoin de faire appel aussi à la créativité des autres, qu'on puisse transmettre des capacités de nouveaux dessins, de nouvelles collections, de nouvelles façons de faire, d'une certaine manière, pour que eh bien, ça nourrisse de nouvelles façons de voir aussi Cobra Academy. Moi, j'enseigne un jour par semaine d'ici. Parce que nous sommes juste en train de regarder comment on fait, nous sommes en train de découvrir. Mais ce qui donne espoir, c'est que l'institut c'est en train de grandir. Et ça donne espoir, mais aussi en regardant qui a le talent, qu'est-ce qu'il veut faire,
ce qui fait Laila dans la position, dans la direction, c'est juste, il y a département de dessin. Aujourd'hui, on a eu un prix avec Maria Carmela, on a choisi première, deuxième et troisième qu'ils ont gagné sur la thème du département de la peinture et dessin, je veux dire. Et du coup, il y a catégories qui sont en train de se créer très naturellement par eux-mêmes. Ça, c'est déjà en train de grandir, je veux dire. Mais le fait qu'on a besoin de moyens, et ça évidemment, ce qu'il produit, il faut qu'il donne un retour d'autres matériels, qu'il existe, qu'il s'exerce en fait. Ce qui est quelque chose que nous sommes en train de regarder comment faire. Et c'est possible d'ici. de faire cet aller-retour, ne serait-ce que du matériel, justement, entre la France, par exemple, ou l'Europe et l'Afghanistan, et c'est peut-être aussi possible de faire venir ces bijoux On a fait pendant quelques mois déjà. Aujourd'hui, par exemple, il y a une partie c'était encore collection d'hiver. Il y a des bijoux, mais le printemps arrive, ils sont en train de produire une énorme collection dans le département de bijoux et aussi la partie du fashion. Mode. Ouais. Et du coup, ça arrive. On s'adopte tout, en effet. C'était quelques journalistes qui font aller-retour. On a eu de la chance qu'on a eu quelques-uns qui viennent avec une valise supplémentaire remplie de... on voit ce qu'on peut faire. Mais... Je ne sais pas si on a réussi à avoir Lily au téléphone, puisque c'est elle qui a servi de fil rouge à cette séance de discussion autour des conditions des femmes afghanes aujourd'hui. On essaye de la joindre. On peut peut-être en attendant l'écouter dans le dernier extrait que nous avions justement enregistré par Manouchak Fachahi sur, disons, quelque chose de moins dans l'espoir que nous l'étions auparavant, mais on l'écoute. Les femmes sont toute leur vie sur un ring de boxe. Au départ, quand tu es petite, tu n'arrives pas à très bien combattre et tu sers de punching ball et tu te prends des coups jusqu'à ce que tu apprennes à boxer toi-même. Et vous avez vu, quand le boxeur sort du milieu du ring, il y a un coach pour l'aider à retrouver sa motivation et à y retourner. Et on a besoin de ce coach. Moi, mes amis me disent souvent que je suis le boxeur et qu'elles sont là pour m'aider à reprendre des forces et à y retourner. Nous avons beaucoup de femmes qui sont sur le ring et nous avons besoin d'avoir des coachs qui les soutiennent et qui leur disent qu'elles vont y arriver. Pendant les 20 ans de démocratie, nous avions ces personnes qui nous encourageaient. Mais là, nous n'avons plus personne. Alors vous, qui n'êtes pas là, encouragez-nous, criez hurrah et dites-nous qu'on va y arriver. Et nous, on va continuer à nous battre. Il y a même du rap féminin en Afghanistan. Je crois que c'est Sonita, c'est ça, qui chante Faryot, c'est ça? Comment prononce-t-on? C'est ça, le hurlement, le cri? Oui, Faryot. Ouais. Et ça dit quoi, justement, cette... Ça veut dire cri. Faryot, ça veut dire cri. Et donc, c'est le cri des femmes qu'on entend à travers cela. Est-ce que nous avons réussi à avoir... Nous avons Lily au téléphone.
Et on la remercie d'être avec nous depuis l'Afghanistan. Et on va demander à Hilda Derani-Schmidt de traduire en direct ce qu'elle va nous dire. Lily, est-ce que vous pouvez... On a évoqué l'expérience justement que vous avez menée et que vous menez encore à Kaboul aujourd'hui pour pouvoir permettre aux jeunes filles et aux femmes d'apprendre un métier et d'une certaine manière de s'en sortir dans cette société qui les enferme chez elles. Est-ce que vous avez, après la colère que l'on a entendue à propos du départ des Européens ou du départ des Occidentaux, est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui? سلام لیلی. شما بعد ما اینجا تونستیم ببینیم برنامه شما را که کارهایی که اونجا میکنین. میخوان بپرسن که شما بعد از این عصبانیتی که دارین آیا که در مورد خارجی ها غربی ها تونستین توضیح بدین، آیا یه مقدار آرزو براتون به نظرتون میشه آدم آرزو داشته باشه که روزهای بهتری برسن؟ امیدتون هنوز جا مونده؟ درسته. سلام میگم به همه شما و این روزی بزرگ برای همه زنها و همه انسان ها تبریک میگم. Elle vous salue tous et elle vous souhaite une très belle journée des droits des femmes à toutes. بفرمایید. از وقتی که طالبان آمده تا به امروز 21 فرمان علیه زنان صادر کرده طالبان. از منع تحصیل شروع بشه تا کار، درس خواندن، حتی مثلا راه رفتن و در سرک ها ممنوع کرده و حمام‌های عمومی زنان را بسته کردن. یعنی هر فعالیتی که زنان میتونستند جامعه بکنن این را منع کردن و زنان در واقع هیچ امیدی ندارن. Depuis leur arrivée, les talibans ont en effet empêché l'apprentissage pour les femmes, l'école, empêché le travail, ont interdit même de marcher dans les rues, les bains publics comme vous en avez parlé. En effet, les talibans ont enlevé tout espoir dans la mesure où toute forme d'activité est désormais interdite aux femmes. و شما تصور کنید که ما در مرکزی که دختران را آموزش میدیم، مثل از این میمونه که یک مادر با بچه‌های خوب، با دخترای خوب باشه و دخترها هر لحظه پرسان کنه که کی روشنی میرسه و تو خیلی سخته که برای از اونا امید را زنده نگه داری و در قلب از اونا روشنایی را زنده نگه داری و بگی نگران نباشید، شما تلاش کنید، یک روزی بالاخره نور میآید، روشنایی میآید. این خیلی سخت است. Elle indique que dans le centre où elle reçoit les femmes, parfois les mères et leurs enfants, leurs filles, elle a souvent cette réflexion et cette question de quand est-ce que la lumière rejaillira, que je leur demande de garder espoir, de continuer à travailler et que ce jour-là arrivera. Mais c'est vraiment extrêmement difficile de garder espoir dans ce contexte. Vous disiez tout à l'heure, Lily, on a écouté cet extrait où vous parliez d'une certaine manière, vous acceptiez presque d'être dans une génération sacrifiée. Vous disiez, le combat, ça n'est plus pour moi, mais c'est pour la prochaine génération. C'est un constat terrible que de dire cela. شما توی صحبتاتون میگفتین که این جنگی که شما دارین پیش میبرین در واقع دیگه شاید به خود شما نرسه و برای بعدی ها دخترای فردا دخترای شما و دخترایی که میان این کارو میکنین. آیا اینطور هست؟ یعنی واقعا شما خودتون دیگه باور ندارین که بتونین خودتون از این استفاده بتونین بکنین، از این حق و آزادی؟ ببینید استفاده از حق و آزادی یعنی حق هر انسان هست، اما تو میتونی انتخاب بکنی. من میتونستم خارج شوم از افغانستان و خیلی آرام زندگی کنم مثل همه افرادی که از افغانستان خارج شدن، اما تو در یک زمانی باید یک تصمیم خیلی سخت بگیری
بین یکی او آزادی ها را داشته باشی و راحت زندگی کنی و یا اینکه مقاومت کنی و امید را زنده نگه داری برای یک تعدادی. و من این انتخاب کردم که امید را زنده نگه دارم و نگه داشتن امید، زنده نگه داشتن امید کاری خیلی سخت است. این را ترجمه کنید، ما باز مگم ادامه داره. Elle dit qu'en effet, elle n'a pas forcément d'espoir pour elle, qu'elle aurait pu prendre la décision de sortir du territoire, mais qu'elle a pris la difficile décision de rester parce qu'elle voulait rester, elle voulait être là, essayer justement de maintenir cet espoir et faire ce qu'elle pouvait dans ce sens-là. و ما برای نسل بعدی میخوایم کار کنیم، برای نسلی که هنوز شاید به دنیا نیامدن. و این نشان میده که من از این جامعه‌ای که داشت زندگی میکنم کاملا ناامید هستم، اما میخوایم برای آینده کار بکنم، آینده‌ای که مطمئنا وقتی آگاهی بیایه روشنی میایه و این روشنی را بچه‌های از ما نیاز دارن. Elle dit qu'en effet, elle a perdu tout espoir là, concernant sa génération, que son travail, c'est pour les générations à venir et peut-être même pour celles qui ne sont pas nées, mais qu'il faut le faire. Et oui, en effet, c'est difficile, mais elle n'a plus d'espoir pour elle. Vous la remerciez pour nous. Si elle veut rajouter quelque chose. بله، من میخوایم به همه شما دوستا بگم که این چهره‌ای که از افغانستان میبینید این چهره واقعیش نیست. افغانستان مهد هنر، جایی که مولانا به دنیا اومده و مهد علم بوده، مهد فرهنگ بوده. اما وقتی سیاستمدارها تصمیم را میگیرند ای که در ضعیفترین کشور جنگ را بندازند برای اینکه جاهای دیگه امن باشه، انسانهای عادی نمیتونن کاری بکنن. شما کافیه بیاین در بامیان و بامیان را ببینید که چقدر زیبایه و چقدر فرهنگ غنی داره. و اما متاسفانه جنگ و نابرابری و ستم باعث شده که امروز افغانستان یک چهره خیلی وحشتناک داشته باشه. اجازه بدین، مرسی. Elle tient tout de même à vous dire que l'Afghanistan, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas l'image que vous avez. Elle tient à vous dire que c'est un pays et c'est un peuple rempli de culture et de beauté, qu'il y a des zones magnifiques et que c'est les décisions des hommes politiques qui ont décidé de sacrifier un pays plus faible que d'autres pour avoir la paix dans d'autres pays qui amènent la situation actuelle. و سیاستمدارها همیشه میخوایم که از ما یک تصویر خیلی زشت و زننده نشان بدین. یک مثال بزنم برای شما که من چند سال پیش یک سفر داشتم در کانادا و اونجا برای یکی از سیاستمدارها انتخاب دهی بود که مرا نشان بدین یا اینکه مثلا یک خانمی که بینیش بریده بود. اونا ترجیح دادن او زن را ببرن روی استیج و نشان بدین، چون تصویری که از افغانستان میخواد نشان بدین یک زنی بریده زیر برقع هست، اما این رقم نیست. افغانستان زنایی رو داره که پر از ذهن زیبا، پر از ذهن فعال و میتونن رهبری بکنن، میتونن جامعه رو جور بکنن. اما متاسفانه این میزان اسلحه‌ای که در افغانستان وارد میشه برای اینکه دیگر افغان‌ها بکشن، مطمئنا نمیتونه یک فضای امن برای زنان و کودکان فراهم شود. Elle indique qu'il y a quelques années, il y avait un média canadien qui souhaitait représenter une femme afghane et ils avaient le choix entre elles et entre une femme dont le nez était coupé et ils ont choisi cette autre femme qui avait le nez coupé pour incarner l'image de l'Afghanistan. Elle dit ce n'est pas ça l'Afghanistan, ce sont des femmes fortes qui ont des capacités énormes, qui peuvent diriger, qui peuvent décider, qui peuvent faire des choses importantes. Et
Et ce sont les hommes politiques, en tout cas leurs décisions et la quantité d'armes qui déferlent sur notre territoire, qui fait que la paix ne peut pas y régner. زنان افغانستان شجاعترین زنان جهان هستند که هر روز علیه طالب داره مبارزه میکنن. من میگم من دخترها من باید تموم کنم لیلی جان، ببخشید. بله خواهش می‌کنم. خیلی من بذارین یه دقیقه وایستین چون مردم فکر کنم دست بزنن. Elle voulait vous dire que ce sont des femmes très très courageuses et qui savent faire beaucoup de choses. On l'avait compris, merci beaucoup. Et pendant qu'elle est encore avec nous, j'espère qu'elle nous entendra. On pourrait essayer, mais moi je ne sais pas parler l'afghan, pas plus que Caroline Gillet, de dire ceci. Non. De dire ceci. Kar. Et de dire ceci. Azadi. Et d'y ajouter peut-être ceci pour terminer, c'est-à-dire s'éduquer. Merci beaucoup à toutes et à tous et merci à tous ceux qui ont permis à cette soirée de se tenir ici. C'est un très beau message qui a été envoyé depuis l'Afghanistan et avec tous ceux et toutes celles qui étaient ici. Il faut savoir que Koubra, vous serez sur scène ici même demain, c'est cela donc, et le 11 également. Il y a donc tout le programme que vous pouvez trouver sur le programme du Théâtre de la Ville avec ce forum. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Rojesta Ebrahimi, d'avoir été avec nous pendant toute cette soirée. Merci, Caroline, d'avoir montré votre film avec Koubra, évidemment. Et ce film, on pourra le voir quand ailleurs qu'ici Alors, ce week-end, à l'espace 61, le bar 61, près du canal, dans le 19e, il me semble. Et sinon, ce sera sur Slash. Voilà, il est disponible à partir de ce soir. Merci. Encore. Merci. Et un grand merci, évidemment, à Manouchak Fachaï qui a préparé cette partie de soirée avec moi depuis quelque temps. Merci, Hilda aussi, Hilda Derani-Schmidt.